Donc effectivement, comme disait Simon, je vais un peu plus parler du lien entre les épidémies et en fait le développement économique de l'humanité et notamment son développement capitaliste en fait, dans le cas de l'économie capitaliste. Et aussi du coup, mais en fait c'est très lié le rapport que tout ça a avec la question de l'écologie et du rapport à l'environnement. Alors tout d'abord il faut dire que enfin, ça fait, c'est pas nouveau qu'il y a un lien très fort entre le développement des épidémies et les changements du rapport à l'environnement, puisque comme le disait Simon, euh, le- l'apparition de l'agriculture, ça a été le premier tournant qui a amené au développement de certaines maladies. Et notamment des zoonoses, donc c'est-à-dire les maladies qui sont issues du contact avec les animaux, puisque bah, justement il y avait un plus grand contact avec les animaux domestiqués, donc les poulets, les vaches, les cochons, et aussi les animaux sauvages avec bah, le défrichement nécessaire euh, pour mettre en place des nouveaux champs, etc. Et donc, encore aujourd'hui, une bonne partie des nouvelles maladies qui touchent les humains proviennent des animaux. On estime que c'est entre 60 et 75% des nouvelles maladies. Bon, et d'ailleurs, comme le disait Simon, c'est aussi le cas de l'actuel coronavirus, vu qu'en toute probabilité, c'était initialement contenu par les chauves-souris et ensuite c'est passé à nous par le pangolin. Et c'était aussi le cas du précédent syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS de 2003, où pour le coup c'était la civette masquée qu'on voit un petit peu en bas de la diapo. Voilà, donc je vais commencer par aborder le cas des grippes, en particulier la grippe aviaire ou porcine, et je vais essayer de montrer comment l'élevage industriel, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, constitue une véritable bombe à retardement en termes épidémiologiques. Et ensuite, j'examinerai de manière plus générale comment certains aspects du développement capitaliste conditionnent la perpétuation, voire le développement de certaines maladies. Bon, en particulier, la pauvreté à l'échelle nationale et le sous-développement à l'échelon international euh, constituent de véritables viviers pour le développement de nouvelles épidémies. Et d'ailleurs, en retour, ces épidémies, vu qu'elles frappent les populations de manière très inégalitaire, entretiennent, voire aggravent ces phénomènes-là. Euh, Ouais, donc, tout d'abord, le cas de l'élevage intensif. Là-dessus, je m'appuie principalement sur les deux livres que j'ai mis là, donc The Monster at Our Door de Mike Davis et Big Fox Make Big Flu de Robert Wallace, qui n'ont malheureusement pas été traduits en français. Euh, ouais, donc la thèse centrale, c'est que l'élevage industriel, au-delà des problèmes écologiques qu'il pose, notamment de déforestation, de pollution massive, etc., est en fait une véritable catastrophe sanitaire. Et en effet, toutes les conditions y sont réunies pour que se développent de nombreux virus, et en particulier ceux des grippes, et qu'ensuite ils deviennent de plus en plus dangereux. Alors d'ailleurs, je parle des grippes au pluriel parce qu'en réalité, il y en a plusieurs types, la grippe A, B et C, et même au sein d'un même type, il y a plusieurs sous-types qui sont d'ailleurs nommés d'après leur structure moléculaire. Euh, alors par exemple, les grippes les plus connues de ces dernières années, comme H5N1 et H1N1, bon, ben voilà, H c'est le type de l'hémagglutine et N c'est le type de la neuraminidase, qui sont donc deux protéines importantes dans le fonctionnement du virus. Parce que comme l'expliquait Simon, en fait le virus il va utiliser les protéines qu'il y a autour de sa couronne là pour entrer dans les cellules de l'individu hôte, donc que ce soit un humain ou un animal, et c'est elles donc qui sont caractéristiques notamment de sa contagiosité et aussi de sa virulence, c'est-à-dire du nombre enfin, du taux de mortalité qu'il engendre. Alors dans la nature, les principaux animaux réservoirs des grippes, c'est les oiseaux aquatiques, comme les canards, les poules d'eau, etc. Et cependant, ça fait bien longtemps que ces animaux-là sont aussi en contact avec notamment les volailles d'élevage, avec lesquelles ils partagent certaines caractéristiques. Et du coup, ça fait pas mal de temps que les virus de la grippe ont passé la barrière de l'espèce et se sont transmis aux volailles domestiques, notamment les poulets. Il faut noter aussi que, vu que traditionnellement dans les fermes d'élevage, enfin, que ce soit en Europe ou en Chine d'ailleurs,
les volailles cohabitent avec d'autres animaux comme les porcs, on retrouve aussi le virus de la grippe chez les porcs, et c'est pour ça qu'on parle souvent soit de grippe aviaire, soit de grippe porcine, puisqu'elles coexistent dans ces espèces-là. Voilà, alors, évidemment, dans un second temps, une fois qu'elles sont dans ces animaux domestiques, ça arrive de manière périodique que le virus de la grippe contamine les humains, donc il passe à nouveau une autre barrière de l'espèce, et c'est ça qui a généré plusieurs pandémies dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les épidémiologistes sont presque surpris que la maladie qui a explosé, en l'occurrence le Covid-19, soit pas une variété de grippe, puisqu'ils attendaient plutôt une pandémie mondiale d'une grippe, comme il y a eu la grippe aviaire dans les dernières décennies, par exemple. Alors, une caractéristique centrale du virus de la grippe, et notamment de la grippe A, c'est que en tant que virus à ARN, il mute extrêmement rapidement. C'est-à-dire que dans le cas des virus à ADN, comme il expliquait, donc il y a une transcription de l'ADN et qui est en fait, il y a un mécanisme qui vérifie que l'ADN est transcrit correctement. Mais dans le cas des virus à ARN, cette transcription, elle se fait sans vérification. Donc c'est un peu comme si vous copiez un texte sans le relire. Forcément, il y aura des fautes, quoi. Et donc, dans la plupart des virus qui sont issus d'un virus père, il n'y en a aucun qui a rigoureusement le même code génétique que son parent. Et donc, alors que pour les espèces animales, comme par exemple pour l'homme, l'évolution par la sélection naturelle, ça s'opère sur des milliers, voire des millions d'années, et ben pour les virus et notamment celui de la grippe, de nouvelles souches apparaissent vraiment en permanence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut développer un nouveau vaccin pour la grippe saisonnière chaque année, puisqu'en fait, d'année en année, la souche évolue. Et dans le cas de la grippe A, il faut seulement quelques décennies, voire parfois quelques années pour que se développe une nouvelle souche non seulement contagieuse pour l'homme, mais vraiment dangereuse et avec un potentiel pandémique. Comme on connaît. Enfin voilà, pandémie, c'est quand une épidémie se généralise à l'ensemble de la planète. Et justement, l'élevage industriel, en fait, c'est un véritable accélérateur de cette évolution, et donc on va voir un peu pourquoi. Alors la première raison, c'est la raison la plus intuitive d'une certaine manière, c'est la promiscuité qui existe entre les animaux. C'est-à-dire comme ils sont, pour le coup, littéralement les uns sur les autres, comme on le voit sur la photo, dès lors qu'une souche est présente chez un ou deux individus, elle se répand comme une traînée de poudre au reste de l'élevage. Et ce phénomène est aggravé par, d'une part, les conditions d'hygiène désastreuses, c'est-à-dire que c'est pas rare que les oiseaux s'abreuvent avec de l'eau qui contient leur fiente, voire leur sang, et c'est des voies de transmission qui sont royales pour le virus. Et d'autre part, du fait de leurs conditions de vie même, qui fait que leur système immunitaire est totalement déprimé, en fait. Du coup, ils ont très peu de barrières naturelles contre le virus. Voilà, tout ça pour dire que dès qu'il y a une souche de virus dans un élevage, c'est très rapide qu'elle se répande à toute la population d'oiseaux. Alors un autre facteur, c'est l'uniformité génétique des volatiles. C'est-à-dire que comme les animaux, et bon là je parle principalement des poulets, mais c'est le cas aussi des porcs, les animaux sont sélectionnés drastiquement en fonction de leur rentabilité. C'est-à-dire il faut qu'ils croissent vite, qu'ils développent de la viande rapidement pour pouvoir être tués le plus rapidement possible. Et ça conduit à une très forte uniformité génétique. La conséquence de ça, c'est que les systèmes immunitaires des oiseaux sont très similaires entre eux, et du coup, il y a beaucoup moins de pression sélective sur le système immunitaire, c'est-à-dire que le virus n'a pas à dépenser beaucoup d'énergie pour contrer le système immunitaire de ces oiseaux. Alors là, je fais comme si le virus avait une volonté propre et qu'il décidait en termes de stratégie de contourner des systèmes immunitaires, mais il faut vraiment le voir comme voilà, il y a moins de pression sélective et donc il y a plus d'énergie sélective qui peut être consacrée au fait de développer d'autres aspects comme la virulence par exemple, la contagiosité, etc. Et enfin, un dernier facteur important qui conditionne l'évolution du virus, c'est que bon, dans la nature, le cycle de vie des oiseaux et notamment des poulets, il est relativement long, ce qui génère une pression sélective sur le virus pour qu'il ne tue pas son hôte trop rapidement. Parce que, bah, voilà, comme le disait Simon, si un virus tue son hôte trop rapidement, il ne peut pas se, euh, se répandre dans toute la population, et donc il va rapidement s'éteindre. Voilà, alors que dans les élevages, le cycle de vie des oiseaux est réduit à son strict minimum, vu que justement ils sont tués dès lors qu'ils peuvent être mis sur le marché.
et donc, il n'y a aucune sélection évolutive qui se fait sur la mortalité du virus, c'est-à-dire qu'il peut se permettre, d'une certaine manière, d'être aussi virulent qu'il le souhaite. Et enfin, puisqu'elle est hébergée par ces animaux d'élevage, la grippe reste vivace tout au long de l'année, parce qu'il faut savoir que les virus de la grippe sont assez sensibles à l'augmentation des températures, mais là, comme le virus se transmet notamment par la voie du coup, fécale-orale entre les animaux, ben, il reste tout au long de l'année présent chez les volatiles. Voilà, enfin, là, je vais juste faire une petite incursion un peu plus détaillée, mais qui rejoint un peu ce qui a été dit auparavant. C'est quelques détails sur les facteurs génétiques de l'évolution du virus. Donc, un virus peut évoluer de plusieurs manières. La première, c'est, bon, comme tous les êtres vivants, lorsqu'il se reproduit, il peut y avoir des mutations ponctuelles de l'ADN, c'est-à-dire qu'il y a une protéine qui va changer et donc ça va faire évoluer le code génétique. Euh, mais à ça s'ajoutent d'autres phénomènes, et notamment la recombinaison et le réassortiment. Et en fait, le principe, c'est que quand il y a deux virus qui contaminent une même cellule hôte, il peut y avoir des mélanges entre leurs codes génétiques, donc comme l'expliquait euh, Simon. En fait, c'est un peu comme, d'une certaine manière, s'ils s'échangeaient des cartes à jouer. Alors, la plupart du temps, bien sûr, les virus résultants ne sont pas viables. C'est-à-dire, si on veut filer la métaphore, si vous échangez des cartes au hasard, vous n'aurez pas forcément une meilleure main qu'auparavant. Mais par contre, il peut arriver que le virus résultant combine correctement les caractéristiques de ses deux parents. Et par exemple, on peut avoir un virus qui était fortement contagieux mais très peu pathogène, voire intransmissible à l'homme, qui se combine, voilà, par exemple une grippe aviaire qui se combine avec une grippe humaine et donc elle devient transmissible d'homme à homme, tout en ayant les caractéristiques très dangereuses d'une grippe aviaire. Et donc évidemment, dans un élevage, ces deux facteurs sont grandement favorisés. Bon, la mutation ponctuelle, parce que comme les animaux sont très nombreux, il y a des milliers d'oiseaux qui sont contaminés en même temps, et donc le virus peut évoluer très rapidement puisqu'il a plein de milieux où se développer. Et la recombinaison, puisque c'est pas du tout rare qu'il y ait de nombreuses souches qui coexistent au sein d'un même élevage, et comme toutes les souches circulent dans tous les animaux, il y a beaucoup de ce loto génétique qui se produit. Voilà, et de plus, c'est aussi possible pour ce phénomène de recombinaison qu'il ait lieu entre des souches issues d'animaux différents. Par exemple, on peut avoir un mélange, alors je l'ai dit tout à l'heure, oiseau-homme, mais on peut avoir des mélanges aviaire-porcin. Et ce qui rend très dangereux, par exemple, la juxtaposition d'élevage de poulets et de porcs, puisqu'on peut avoir une grippe aviaire porcine qui se développe et qui devient, voilà, avec un potentiel pandémique. Voilà, donc tout ça pour dire que euh, là, je suis resté au sein des élevages, les facteurs qui favorisent l'évolution du virus, mais ce qui est important, c'est aussi l'organisation géographique de la production, c'est-à-dire où sont situés les élevages, est-ce qu'ils sont à proximité des villes, etc. Et donc, à cette occasion, je vous remets le petit diagramme que j'ai mis tout à l'heure sur le cycle de reproduction et d'évolution des virus de la grippe. Alors, une petite parenthèse au passage, là il y a une flèche qui va que dans un sens entre les oiseaux sauvages et la volaille, mais en réalité, il y a des études récentes qui montrent que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui sont développés chez les volailles, qui ont été retransmis aux oiseaux sauvages, et du coup engendrant des épidémies chez ces oiseaux-là. Mais bref. Donc voilà, les élevages, ça constitue un véritable bouillon de culture grandeur nature pour les virus. Euh, et maintenant, on va voir comment les virus, une fois qu'ils sont dans les élevages, ils en sortent. Donc pour fixer les idées, on va se concentrer sur le cas de la Chine et notamment de la province de Guangdong. Parce qu'en effet, ça fait bien longtemps que la Chine est l'épicentre de nombreuses épidémies de grippe. Et ça, c'est pas dû à une exception culturelle chinoise. Je dis ça parce qu'on a un renouveau du racisme anti-asiatique durant cette crise, notamment sur leurs pratiques culturelles bizarres de consommer des pangolins, etc. Bon, souvenons-nous que nous consommons des escargots par ailleurs. Mais en réalité, c'est plutôt pour des raisons très matérielles. C'est intrinsèquement lié à l'organisation de la production. Historiquement, c'est parce que c'est en Chine qu'il y avait la plus grande proximité entre les volailles, les porcs et les oiseaux aquatiques, qui favorisait un transfert du virus entre ces espèces puis à l'homme. Mais actuellement, c'est bien plutôt du fait du développement massif de l'élevage et de son industrialisation.
À noter qu'on retrouve des phénomènes analogues ailleurs, au Mexique notamment, où les États-Unis ont délocalisé une grande partie de leur élevage pour y bénéficier des réglementations sanitaires moins contraignantes, et plus près de nous en Hollande, puisqu'elle produit une part significative de la viande d'élevage européenne. Mais bon, restons à Guangdong. Donc, tout d'abord, il y a le problème de la juxtaposition entre espèces, c'est que la concentration de l'élevage fait que pour optimiser les transports, on a tendance à mettre côte à côte des élevages porcins et aviaires, voire à littéralement les mélanger, puisqu'il existe des élevages où les poulets grandissent au-dessus des porcs, et du coup leur fiente descend directement sur les porcs, ce qui évidemment maximise les sources de contagion. Et pour les mêmes raisons, afin d'éviter une recombinaison entre des souches humaines et animales, il vaudrait mieux éloigner les élevages des villes, sauf que la main-d'œuvre elle se trouve dans les villes, et du coup les élevages industriels sont souvent situés à proximité des agglomérations. C'est le cas à Guangdong et aussi à Hong Kong d'ailleurs, ce qui a sans doute facilité l'apparition du premier SRAS, l'ancêtre du coronavirus, et au Mexique. Et ce phénomène est aggravé par le fait que la main-d'œuvre des élevages est constituée de travailleurs pauvres qui habitent des locaux insalubres, voire des bidonvilles, ce qui constitue un écosystème idéal pour l'expansion du virus. J'y reviendrai. Ouais, enfin, une autre configuration qui constitue un cocktail particulièrement détonnant, c'est lorsqu'un grand élevage industriel, donc organisé sur le mode capitaliste, coexiste avec des fermes traditionnelles situées à proximité, organisées plutôt traditionnellement, donc où on a un mode de basse-cour avec des espèces différentes qui coexistent. Parce que dans ce cas, le virus il est très fortement sélectionné au sein du grand élevage, et ensuite, les poulets de l'élevage contaminent les poulets des petites fermes. Et ensuite, il y a tout un travail d'évolution qui se fait pour passer la barrière de l'espèce, donc passer par exemple au porc et puis à l'homme. Euh, voilà, bon, très rapidement, un petit point sur le lien avec la mondialisation. Donc, comme le disait Simon, le fait qu'il y ait de plus en plus de circulation à l'échelle mondiale, ça accélère d'une certaine manière la propagation des épidémies, ou en tout cas ça la rend plus erratique du point de vue géographique. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que d'avoir un virus qui se contamine, qui se propage au sein d'un continent, il va se propager à plein d'endroits différents de la planète, et du coup il va être confronté à plein de milieux, disons, socio-environnementaux, c'est-à-dire à plein de types d'humanités différentes, avec des systèmes immunitaires différents, ce qui va lui permettre d'explorer beaucoup plus ses possibilités évolutives et ce qui va augmenter la probabilité qu'il tombe sur une population qui est vulnérable, pour ensuite s'ancrer dans la population humaine et se répandre à son tour sur le reste de la planète. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter la circulation internationale des marchandises? Bon, pas vraiment, puisqu'en fait, à l'inverse, cette mondialisation, c'est aussi grâce à cela qu'on a une telle interconnexion entre les pays, et qui permet, en tout cas qui permettrait, s'il y avait une plus grande coopération internationale, de lutter efficacement contre les épidémies. Et déjà, même l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même un organisme qui permet de gérer ces crises à l'échelle mondiale et donc de partager des savoirs, etc. Donc là, je fais une petite analogie avec l'agriculture. C'est qu'effectivement, comme l'agriculture, la mondialisation fait apparaître de nouvelles maladies, ou en tout cas favorise leur développement. Mais voilà, c'est aussi le facteur déclencheur du développement plus grand de l'humanité. Voilà, bon, maintenant, je vais prendre les 5 minutes qui me restent pour parler un petit peu de l'aspect plus directement politique des épidémies. Euh, alors, là, j'ai parlé des élevages industriels, mais il faut voir qu'il y a plein d'autres aspects du développement capitaliste en rapport avec l'écologie qui posent des problèmes en termes de pandémie. Et par exemple, la déforestation, c'est un bel exemple puisque ça favorise en fait le contact avec les animaux sauvages, avec des espèces qui étaient jusque-là isolées de l'humanité. Et ces animaux sauvages sont potentiellement des réservoirs de virus qui sont dangereux pour l'homme. Et un exemple particulièrement frappant, c'est le cas du VIH, donc le virus du sida, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les populations, donc c'est un virus qui est apparu en Afrique de l'Ouest, et les populations d'Afrique de l'Ouest sont des populations qui, historiquement, se nourrissaient beaucoup de poissons, en fait, sauf qu'il y a eu un pillage massif des ressources halieutiques dans cette région, ce qui a conduit de plus en plus à consommer la viande issue des forêts, donc ce qu'on appelle bushmeat en anglais, c'est-à-dire la viande d'animaux sauvages, et comme substitut en fait alimentaire aux poissons. Sauf que justement le VIH en fait il a été en toute probabilité en tout cas
passé du singe à l'homme, c'est-à-dire qu'il y avait un virus, donc pareil, immunodéficient, donc similaire au sida, mais qui existait chez les singes, et il est passé du singe à l'homme, probablement par ce biais-là. Bon, le coronavirus, l'hypothèse la plus probable, c'est un schéma un peu similaire, ce qui est lié à la consommation de pangolins, pour le coup. Ouais, donc, comme on le voit, en fait, le pillage des ressources naturelles, donc que ce soit la déforestation, l'extraction minière, etc., c'est un facteur important de l'apparition des épidémies. Mais en fait, ça ne concerne pas que l'apparition des épidémies, c'est-à-dire que même y compris une fois qu'elles existent, en fait, le sous-développement euh, enfin, est un facteur très aggravant pour leur développement et leur généralisation à toute la population. Alors, un premier exemple, c'est le cas de la sous-alimentation. C'est-à-dire que, bon, ça c'est assez intuitif, c'est que quand on est en situation de sous-alimentation, on a un système immunitaire qui est déprimé, qui nous rend d'autant plus vulnérables à la propagation des virus. Et à ce titre, le cas de la grippe espagnole est assez éclairant, puisque, en fait, euh, le plus grand nombre de morts qu'il y a eu pour la grippe espagnole, qui a été une pandémie mondiale qui a fait entre 50 et 100 millions de morts, a eu lieu en Inde, en fait. Et l'Inde, à l'époque, elle était sous domination britannique, et suite à une sécheresse énorme, il y a eu des déficits énormes dans, dans la, les récoltes. Euh, Sauf que ça a été aggravé par les réquisitions, en fait, puisque c'était juste pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique, pour nourrir ses troupes, notamment indiennes, mais sur le front de la guerre, a réquisitionné des récoltes, ce qui a augmenté la famine et donc augmenté de manière très massive la mortalité de la grippe espagnole. Ensuite, Simon a parlé de l'habitat précaire, parce que, effectivement, donc, comme il disait, le choléra, c'est l'exemple le plus typique, c'est une maladie de la pauvreté. Et là où elle se répand le mieux, c'est alors dans les bidonvilles, donc c'était le cas de la population anglaise au 19e siècle, et c'est aujourd'hui le cas de la population indienne ou africaine. Euh, et en fait, voilà, à nouveau, donc, d'une part, ça favorise la propagation du virus, puisqu'il y a beaucoup moins moyen de mettre en place des mesures de distanciation sociale, de lavage de mains et d'hygiène. Mais en plus, ça favorise la mortalité, puisque justement, c'est des populations qui sont plus vulnérables. Bon, et aujourd'hui, par rapport au coronavirus, il y a une inquiétude assez importante pour ce qui va se passer quand le virus va vraiment exploser en Afrique, puisque déjà que le système de santé européen est un peu mis à mal, on l'a vu en Italie et aussi dans le Grand Est. Bon, en Afrique, d'une certaine manière, c'est même pas la peine d'en parler, puisque le système de santé est déjà incapable de faire face aux besoins en temps normal. Voilà, et enfin, il faut aussi signaler que euh, les, les populations, notamment en Afrique, c'est des populations qui ne sont pas solvables. Et du coup, dès lors que la plupart de la recherche en médecine est conduite par des entreprises privées, donc qui sont motivées par la recherche de profit, il n'y a aucun intérêt économique à vendre un vaccin à une population non solvable. Et du coup, c'est pour ça, enfin, c'est ça qui conduit à une certaine sélectivité dans la recherche de vaccins en fonction des maladies qui concernent des populations qui peuvent payer les vaccins ou pas. Et d'ailleurs, à un moment, l'Indonésie avait bloqué le partage d'échantillons de grippe à la, à l'OMS parce que, enfin, d'une certaine manière, pour faire une sorte de chantage, si on veut, mais pour dire, de toute façon, là, tel que ça va être fait, notre population n'aura pas accès à ces vaccins. Du coup, tant qu'on n'a pas la garantie que notre population pourra être vaccinée suite à ces recherches, on vous transmettra pas la souche. Voilà, donc je crois qu'il est temps un petit peu d'approcher de la conclusion, donc je vais juste parler rapidement des conséquences sociales du coronavirus en ce moment. Euh, alors l'Afrique, comme je le disais, va être particulièrement touchée, et il y a aussi un autre aspect, c'est qu'une part importante de la population est contaminée par le VIH. Et en fait, plus généralement, le coronavirus, mais comme les autres épidémies, il y a un phénomène de comorbidité, c'est-à-dire que quand on a déjà une autre infection, et qu'en plus on chope le coronavirus par-dessus, en fait ça augmente le taux de mortalité. Et d'ailleurs, dans le cas de la grippe, le plus souvent ce qui tue, c'est pas la grippe en elle-même, c'est la surinfection bactérienne qui a lieu dans les poumons une fois que la grippe a fragilisé l'organisme.
Voilà, et par ailleurs, donc, comme je le disais tout à l'heure, 60% de la population urbaine en Afrique vit dans des bidonvilles, et donc c'est évidemment impossible de pratiquer la fameuse distanciation sociale. Et en Afrique subsaharienne, un quart de la population n'a pas accès à l'eau potable, donc là c'est même pas possible de se laver les mains. Voilà, alors un autre exemple particulièrement frappant, c'est le cas des Noirs américains aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est la population la plus touchée en proportion. Ils sont en moyenne 2 à 3 fois plus touchés que les populations blanches. Euh, et c'est aggravé par le fait qu'ils présentent plus de facteurs de risque. C'est-à-dire que la prévalence du diabète et des insuffisances cardiaques est plus grande chez les Noirs américains. Et donc là encore, il y a un phénomène de mortalité accru. Bon, et évidemment, et ça c'est le côté que finalement les épidémies n'ignorent pas tant les barrières de classe que ça, c'est que bah, ils occupent plus de boulot où il est impossible de télétravailler, et ça c'est aussi le cas de tous les travailleurs en général, et donc ce qui favorise évidemment la contagion. Et enfin, aux États-Unis, il y a une autre dimension particulièrement caractéristique, c'est que le système de santé étant privé, bon, ça peut coûter jusqu'à 3 000 $ la journée d'hospitalisation, et bien pas tout le monde n'a accès aux soins, et donc bah, si pas tout le monde n'a accès aux soins, ça augmente évidemment la propagation de l'épidémie. Voilà, bon, je conclurai en disant qu'il y a de nombreux autres facteurs environnementaux qui entrent en jeu. Là, j'en ai cité que quelques-uns. Par exemple, le réchauffement climatique pourrait, par la fonte des glaces, libérer de nouveaux pathogènes qui seraient dangereux pour l'humanité. C'est une grande crainte des gens du GIEC. Euh, Même s'il n'est pas possible, enfin même si ça n'aurait aucun sens de dire que le capitalisme est responsable du développement des pathogènes en eux-mêmes, puisque c'est un phénomène naturel, il faut dire que son développement favorise l'apparition de nouveaux pathogènes. Et à leur tour, les inégalités sociales qu'il engendre favorisent la propagation des épidémies.